Si on reparle un petit peu du marché, un truc que j'aime bien faire en ce moment, c'est au-delà de l'aspect très investissement, narratif, etc. Je pense que c'est vraiment le moment le plus important, surtout pour les gens pour qui c'est le premier cycle, de se préparer et d'éviter les gros pièges, les grosses erreurs, d'avoir vraiment une approche assez... J'aime pas le mot psychologique, mais il y a quand même un besoin de se former dans l'investissement en général, parce que la plupart des investisseurs crypto sont jeunes, c'est le premier cycle, etc. Du coup, c'est quoi toi, les grosses erreurs que t'as fait, qui t'ont coûté de l'argent et que tu ne recommanderais pas? Je les ai pas mal toutes faites, hein. Je te dirais, la première grosse erreur, c'est de penser que c'est la révolution, là, que le monde est en train de changer à cause des cryptos, là. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qui m'a détruit en 2018, là, quand j'ai surfé comme le cycle de 2016-2017. 2018, je pensais vraiment que les cryptos allaient changer le monde. Bitcoin allait être une nouvelle forme de monnaie. Bon, tomber dans la religion, si on veut. Puis ça fait en sorte qu'on vend pas. Mais oubliez jamais, là, quand il y a un truc qui fait x100, puis il y en a des cryptos déjà qui ont fait x20, x100, x50 de leur bas actuellement. Puis si c'est pas arrivé maintenant, ça va arriver dans les peut-être 6 à 9 prochains mois. Ben, c'est juste pas... c'est insoutenable. C'est juste les forces du marché à un moment donné. Parce qu'il y a des gens, par exemple, si tu achètes une crypto à 1$, tu mets, je sais pas, 100 000$ dedans, puis tu as fait x100, mais tu es rendu à 10 millions. Fait un mec qui avait 100 000$ de puissance est rendu à 10 millions. Quand il vend, ben c'est beaucoup plus fort. Fait qu'il y a de plus en plus de gravité, plus le prix monte. Puis c'est normal, vraiment. Fait que ça, c'est un truc qui va arriver à la fin du prochain cycle aussi. Les gens vont dire, les institutions sont là. On est dans un super cycle, ça ne peut plus corriger. BlackRock est là. Je vous le dis, là, c'est une prédiction qui est pas mal garantie à 99,9% que ça arrive. Puis c'est là qu'il va falloir quitter. Fait que c'est une grosse erreur. Deuxième grosse erreur, c'est de sauter d'une crypto à une autre là, parce que son prix monte. Comme là, c'est facile là, de vouloir sauter dans les meme coins parce que le prix monte puis que les gens sont excités puis les YouTubers en parlent. Souvent, quand tout le monde en parle, c'est trop tard. Là. Ça fait qu'on est mieux de s'asseoir, comme on parlait au début de la vidéo, sur les cryptos à bons fondamentaux qui ont des prix cassés complètement, qui sont oubliés. Quand ça va être le temps, ben, on va être récompensé de façon disproportionnée. Fait que c'est les deux erreurs principales à faire, là. Ah oui, puis l'autre erreur, on en parlait, c'est d'être un mec pessimiste. Là. Toujours quelqu'un qui croit c'est la fin du monde, c'est la fin du marché. Moi, c'est comme ça un peu que je suis rentré dans les marchés au début. Je suis rentré avec beaucoup de gens qui faisaient des prédictions, que le marché allait crasher, puis je croyais à ça. T'sais. C'est vrai que le système financier est insoutenable s'il n'y a pas de manipulation, d'impression monétaire de banque centrale, mais avec les banques centrales, ça peut tenir vraiment, 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 vraiment plus longtemps qu'on pense. Comme on dit, le bon vieil adage, le marché peut être... insensé plus longtemps qu'on peut être solvable. Ça fait que, de mon côté, maintenant, j'ai vu que vaut mieux être optimiste sur les marchés parce qu'en étant optimiste, on gagne 90% du temps. Puis à un moment donné, quand le marché devient en surchauffe, là, c'est le temps juste d'au moins prendre des profits. Fait que ce serait peut-être les 3 points, je dirais. Pas penser que ça va monter indéfiniment, pas tomber dans les religions. Deuxième point, pas sauter d'une crypto à une autre. Puis troisième point, ben de rester du côté optimiste. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a changé. On suit exactement les cycles de 4 ans comme d'habitude. La seule chose qui est arrivée, c'est qu'on a une consolidation qui a duré plus longtemps que dans les autres cycles, mais on a Bitcoin qui a monté plus haut, plus vite. Fait qu'on est en train comme de rattraper l'excès qu'on a fait du début du cycle. Mais overall, on est au même point, au même endroit, au même moment du cycle. Pour rajouter ce que tu disais tout à l'heure, je pense que ça c'est un truc que j'ai vraiment fait pendant un moment. C'est toi tu dis que tu t'accrochais trop au projet en croyant qu'il va changer le monde. Moi je m'accrochais trop au projet parce que la technologie était mieux, tu vois. En fait, à un moment, quand j'ai commencé, c'était vraiment que la tech qui m'intéressait. C'était est-ce que le projet va plus vite? Est-ce qu'il est moins cher? Est-ce que, tu vois, il résout tel ou tel problème? Est-ce que la nouvelle technique de chiffrement est bonne? Et en fait, je me suis rendu compte en avançant que la tech, c'était très bien, mais c'était juste l'un des tiroirs, tu vois, que tu ouvrais quand tu faisais l'ensemble de ton analyse, mais qui avait pas autant d'importance que ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, si je peux partager aussi mon expérience par rapport à ça, parce que j'ai fait partie de ces gens qui tombent justement dans la tech et juste la tech. Et qui vont investir que dans des projets qui ont une bonne tech. Sauf qu'en fait, tu as la tech, tu as les tokenomics, tu as la price action, tu as le momentum, tu as le narratif. Ça rentre, c'est vraiment l'un des tiroirs et pas l'un des plus gros tiroirs en plus. Et moi, j'ai vraiment essayé de faire ce shift-là de, ok, la technologie, c'est un socle, parce qu'au bout d'un moment, un projet, et encore, ça se discute, parce que les meme coins, etc., ne seraient jamais là si la technologie était obligatoire. Donc la tech n'est même pas obligatoire. Et
en fonction de la période dans laquelle on est dans le cycle de 4 ans, bear market, bull run, la tech a plus ou moins d'importance. Et quand on arrive en bull run, la tech c'est l'un des derniers tiroirs que tu ouvres quand tu fais ton analyse, en dessous du momentum, en dessous du narratif, en dessous des liquidités, etc. Quand on arrive en bear market, les projets qui se font quand même le moins démonter, c'est les projets qui génèrent quand même des revenus, c'est les projets qui ont un outil et un produit qui est utilisé, tu vois, c'est les Chainlink, Océan, ce genre de produits-là qui sont résilients. Mais on le voit actuellement, tu vois, ces projets-là sont néfastes. Et ça a aussi été la grosse erreur, je pense, que j'ai faite. C'est de trop m'attacher à la technologie d'un projet sans forcément aller trop creuser dans ce qui se faisait, surtout qu'en plus, tu peux très bien te retrouver avec un projet qui a une très bonne technologie, mais pour plein de raisons, le token n'a pas la valeur qu'il, entre guillemets, devrait avoir, même s'il n'y a pas de valeur qu'il devrait avoir. Je rajouterais un truc, Iril, avec la tech. Tu sais, le nombre de projets, justement, aussi, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils font là, avec la tech, puis là, on lit le white paper. Tu sais, moi, j'ai lu des milliers de white papers. Ouais, moi aussi. Tu lis, puis là, tu commences à lire les 2-3 premières phrases, à un moment donné, dans mon cerveau, ça fait juste bla 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 bla. Puis là, je me rends compte que je suis à 3 pages plus loin, j'ai rien compris. Si nous, on n'a rien compris, généralement, les VC, les gens qui veulent investir, même dans les gens pensent que la finance, la haute finance, c'est comme un mythique, spécial. Mais non, c'est des gens comme vous et moi, puis même des gens beaucoup plus cons qui ont juste plus d'argent. Il n'y en a rien à foutre de comprendre le truc qu'on comprend pas. Il faut que ce soit facile à comprendre. Puis c'est pareil pour tout le monde. Dans tous les niveaux, c'est pareil. Il faut que ce soit facile à comprendre, use case bien clair et défini, puis après, est-ce que c'est vraiment utilisé ou pas? Qu'est-ce que tu penses de l'écosystème des Layer 1 et quelle est ta stratégie vis-à-vis de toutes ces Layer 1? Parce que là, je crois que j'avais compté sur CodeMarketCap, il y en a plus de 200 maintenant. Donc on est obligé de devoir faire une sélection. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, ben c'est sursaturé. Les nouveaux Layer 1 qui sortent, ça va être vraiment difficile de percer, là, ça c'est sûr. Puis ouais, c'est ça, la question des Layer 1, vraiment, je pense qu'on est rendu au point maintenant que c'est plus que le hype qui compte, là, c'est vraiment... Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que ça génère des revenus? Est-ce qu'il y a des applications qui se bâtissent dessus? Tu sais, avant, dans les derniers cycles, on pouvait vraiment surfer le hype, mais maintenant, faut qu'il y ait du développement dessus. Là. Je pense que c'est ça qui est important. Puis pour Kaspa, je sais qu'il y a une armée de gens qui aiment beaucoup Kaspa. Ça a été une des crypto-monnaies qui a été sélectionnée par les cartels de mineurs. C'est intéressant de comprendre ça, là, parce que ça aurait pu être n'importe quel. Hein. Kaspa n'a pas une technologie meilleure tant que... Il y a tellement de projets semblables. C'est que ça a été sélectionné. Maintenant... Là, on est encore dans la spéculation, il n'y a aucune réelle utilité. Kaspa, ça veut être la monnaie qu'on utilise pour acheter des cafés ou des trucs. J'ai vu aucun magasin qu'on peut l'utiliser jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des applications qui se bâtissent dessus? Oui, mais est-ce que c'est utilisé? Non. Ça fait qu'on est encore dans la spéculation. On est dans le premier cycle. Probablement que ça va aller plus haut, mais pas pour moi dans ce cycle-ci, en tout cas. D'ailleurs, petite parenthèse sur ce que c'est les cartels de mineurs, pour ceux qui ne savent pas. C'est des sortes... Ça fait un peu franc-maçon quand même, ce truc de cartel de mineurs. C'est des groupes assez privés, de groupes de personnes qui vont se mettre d'accord sur une crypto-monnaie. Donc ici, en l'occurrence, Kaspa, c'est souvent des crypto-monnaies en fair launch, en proof of work, du coup qui peuvent être minées, et qui vont tous se concentrer sur miner cette crypto en particulier pour que le prix monte et créer une sorte d'engouement autour de ça, et eux, ils auront miné en amont pour générer beaucoup de revenus dessus. Donc après, justement, on ne sait jamais à quel point le cartel de minage est responsable du pump de Kaspa qui a quand même fait fois je sais pas combien, mais je suis d'accord avec toi et du coup je pense qu'il faut faire aussi attention avec tous ces projets de fair launch en proof of work. Je vois Denis qui me dit: Iril, tu vas d'évoquer l'étude de la rentabilité des différents projets par les institutionnels. Quels sont d'après toi les projets qui seront mis sur le devant de la scène? Alors pour moi ça sera les projets, tu me diras ce que t'en penses aussi Paul, qui génèrent des revenus, qui ont une grosse croissance dans leur TVL, donc là, dans la quantité de liquidités qui sont bloquées, dans leur nombre d'utilisateurs et dans tout ça. Et à mon avis, ça sera aussi plutôt des blockchains de Layer 1 dans ces critères-là. Donc blockchain de Layer 1, je pense notamment à Solana, sur lequel j'ai une grosse position parce que Solana domine littéralement ce que je viens de te dire en termes de metrics. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire memecoin, etc. Solana domine sur le papier, et pas que sur le papier d'ailleurs, mais bref. Et après, tu as donc toutes les blockchains déjà existantes. Tu as les Layer 1 malgré tout qui sont les fameux VCcoin, Sei, Sui, Aptos, Toncoin aussi qui sont là, NIR, etc. Ouais, ben les métriques, en fait, nuance que je trouve intéressante, avec Crypto Recherche, on analyse beaucoup de projets. Et on analyse parfois, pas parfois, souvent des actions, puis on se rend compte que c'est beaucoup plus facile d'analyser des projets crypto que des actions. Parce que la transparence est 10 fois plus présente. Ça reste que des compagnies publiques qui font des rapports à chaque 3 mois, alors que les cryptos, avec la blockchain, tu as un audit à chaque bloc, là, fait qu'à chaque X nombre de secondes, c'est exactement qu'est-ce qui se passe, à quel moment, à quel endroit. Puis ça, c'est vraiment génial. Puis on sait que dans peut-être 10 ans, plusieurs entreprises vont mettre leur processus sur blockchain parce que
c'est une meilleure tech, puis c'est juste plus efficace. Ça fait qu'à un moment donné, je pense que ça va être potentiellement, les entreprises publiques vont avoir certains trucs sur des ledgers publics comme des blockchains publics. Ça va être intéressant. Et dernière question, et après, ça sera la fin de notre discussion. Le narratif gaming, on n'a pas parlé. Moi, j'ai un avis assez mitigé sur ce narratif. Je t'explique un petit peu mon point de vue, parce que je sais qu'on a un point de vue qui est un petit peu différent là-dessus, donc ça va être intéressant d'en discuter. C'est que pour moi, le narratif gaming, tout le côté économie est à revoir. En fait, pour avoir un peu joué à certains jeux, les gens ne veulent pas trop d'économie à l'intérieur d'un jeu. Et donc le principal postulat du narrative gaming, c'est d'arriver de dire ok, on va pouvoir tokeniser les jeux et on va pouvoir créer des NFT, on va pouvoir rajouter un token à l'intérieur du jeu. Sauf que pour moi, rajouter un token à l'intérieur d'un jeu est clairement une très très mauvaise idée. Par contre, effectivement, je suis d'accord avec le fait que d'un point de vue spéculatif, il y a des angles d'attaque. Il y a Off the Grid, dont on a déjà parlé, qui là s'est lancé, qui est peut-être le plus gros projet de l'histoire sur la blockchain. Comment est-ce que, si on part du principe que le narrative gaming a quand même des opportunités, on va pas débattre de ça, comment est-ce qu'on les trouve, ces fameuses opportunités? Ouais, ben il y a différentes façons d'analyser le gaming. Justement, moi je pense que l'idée de la blockchain dans le gaming, c'est juste normal. Ça va devenir juste la norme parce que, je t'explique, sur la blockchain, qu'est-ce qu'on a, c'est que ça va être facile de transférer des informations d'un gamer d'un endroit à un autre. Ça va faciliter aussi tout ce qui est les items dans des jeux, là, de transférer d'un jeu à un autre. Ou, par exemple, tu as le Call of Duty 8 ou Call of Duty 9, mais tu vas pouvoir transférer tes items, là, ce ne sera plus en silo pris. Donc, c'est juste normal que l'économie derrière un jeu soit sur blockchain. C'est juste une technologie supérieure à ce qu'on a actuellement. Mais de là avoir un token, ça ne sert pas à grand-chose pour la plupart du temps. Là. Quand on pense à Off the Grid, il va y avoir le token Godzilla, qui est la compagnie derrière le jeu, mais il va y avoir un tokenomics pourri là-dessus, par contre. Mais potentiellement qu'il y a des gains à faire là-dessus. Là, on est arrivé à un moment clé quand même, il faut l'avouer. Là. On est à un moment où est-ce que la blockchain a vraiment une réelle utilité dans le gaming. Puis ça, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. On a eu plus de 50 millions de transactions sur Off the Grid en moins d'une semaine, plus que 5 millions maintenant de wallets qui ont été créés à des gens sans qu'ils le sachent. C'est incroyable là, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ça fait que moi, je pense que quand la liquidité revient dans le marché là, d'ici un mois ou deux, le gaming va avoir un putain de gros narratif puis qu'il va y avoir des gros gains à faire là-dessus. Pas parce que nécessairement les jeux sont bons ou quoi que ce soit, mais c'est parce que quand on a un truc qui fonctionne, tout le narratif se met à exploser. Est-ce que tu peux expliquer en 10 secondes pourquoi il faut s'abonner à Crypto Recherche, même si on peut juste dire abonnez-vous à Crypto Recherche? Pour Crypto Recherche, pourquoi s'inscrire à Crypto Recherche? On travaille là-dessus à temps plein, Iril et moi. On a 7 personnes à temps plein qui travaillent. Puis, en fait, l'idée de Crypto Recherche, c'est de simplifier au maximum tout ce qui est recherche crypto, les narratifs, les trouver avant les autres, les meilleurs cryptos, comprendre le marché, mais en enlevant le bruit. Là. Fait qu'avec peu de temps par jour à avoir le contenu de Crypto Recherche, ça permet aux gens d'avoir un ensemble de vues de ce qui se passe sur les cryptos. Puis, c'est pour ça. Fait. Moi, de mon côté, franchement, j'adore ce que je fais là-dedans. Puis, content que tu es dans l'équipe, mec. Très content d'y être, mec. Abonnez-vous à Crypto Recherche si vous y êtes pas déjà. Je vois les gens dans le chat, Crypto Recherche, la base. Bon, écoute, Paul, merci beaucoup d'être passé. Et c'était très cool, en tout cas, d'avoir pu discuter avec toi. Ouais, merci, Irine. Porte-toi bien, mec. Puis, c'était cool. Merci à tout le monde d'avoir été là. Avant, j'étais moins à l'aise avec le fait de parler de Crypto Recherche et des trucs payants. Maintenant, j'ai aucun problème à dire que c'est littéralement le meilleur groupe francophone et que j'ai aucun problème avec le fait que des gens mettent leur argent sur ce contenu, dans le sens où est-ce que quelqu'un a littéralement un groupe dans lequel tu as un portefeuille public actualisé depuis 2 ans qui surperforme le marché? Pas sûr. Bon voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Live un petit peu différent, c'était très cool. En fait, on discute beaucoup avec Paul en off et au final, il est jamais venu sur le live, donc je me suis dit vas-y, tu sais quoi, Paul, viens écouter sur le live, viens discuter. C'est exactement les discussions qu'on a avec Paul quand on parle. On parle beaucoup du marché, on parle beaucoup. Il a une vision qui est très très intéressante parce qu'il y a j'ai beaucoup de choses à apprendre dans son recul, dans son expérience. En fait, il a l'expérience que pour l'instant je n'ai pas sur les marchés, sur les fonctionnements un peu plus cycliques et comment dire et intrinsèque du truc, vous voyez ce que je veux dire? Il a un recul un petit peu supérieur qui est vraiment stylé, et ce qui est fort, c'est qu'il le fait de manière très très simple à expliquer.